Bonjour à tous, je suis content de vous retrouver dans mon cadre d'été, même si été il faut le dire vite parce que il peut se mettre à pleuvoir à tout moment, donc s'il se met à pleuvoir on va s'adapter, mais on est ici donc pour une vidéo de retour sur vos beaux travaux, sur vos beaux discours. Donc je vous avais demandé de faire un discours à partir d'un plan que je donne dans mon livre, donc 12 leçons de rhétorique pour prendre le pouvoir. Et ce que je vous proposais de faire, c'est de faire un discours d'intellectuel au sens noble, donc à savoir quelqu'un qui scrute la société, quelqu'un qui scrute le monde à la recherche de phénomènes émergents, et une fois qu'il découvre quelque chose qui est digne d'intérêt, il va prendre le temps de le décrire, il va prendre le temps de le définir, il va prendre le temps de le juger, et il va prendre le temps de faire des recommandations sur la manière dont il faut agir par rapport à ce phénomène. Donc c'était ce que je vous avais demandé de faire. Je vous avais proposé de faire un discours donc en 4 temps. Premier temps, depuis quelque temps, nous voyons émerger, et donc ce que vous deviez faire, c'est que vous deviez décrire un nouveau phénomène, un phénomène émergent. Deuxième temps du discours, j'appelle ce phénomène, et là vous deviez créer un concept, donc soit un néologisme, soit un sigle, soit un mot valide, en tout cas quelque chose qui permette de saisir ce phénomène, parce qu'une fois que vous êtes capable de nommer quelque chose, c'est plus facile de l'appréhender. Ensuite, je vous avais demandé de porter un jugement sur ce phénomène. Et bien, si on tire un petit peu les lignes, si on se projette un petit peu plus loin, comment est-ce que ça va évoluer? Est-ce que ce phénomène va avoir un impact positif ou négatif? Et finalement, je vous avais demandé de faire des recommandations, donc à savoir comment est-ce qu'on se positionne par rapport à ce phénomène, comment est-ce que nous devons agir. Beaucoup d'entre vous ont décidé de faire ce discours et je vous en félicite. Et de mon côté, j'ai sélectionné 5 discours, 5 de vos discours que j'ai trouvé particulièrement intéressants, et on va les voir. Mais encore une fois, l'objectif de cette vidéo, c'est pas tellement d'évaluer votre travail, c'est vraiment de passer un moment agréable ensemble. Le plus important, c'est que vous pratiquiez la rhétorique. Parce que qu'est-ce que c'est qu'un discours? Un discours, c'est un chemin de pensée. Ce que vous faites quand vous prenez le temps de faire un discours en suivant un plan que je vous donne, eh bien, c'est que vous prenez le temps d'organiser vos idées, vous prenez le temps de scruter la réalité, vous prenez le temps de réfléchir, vous prenez le temps de travailler votre style, vous prenez le temps de travailler votre éloquence, donc vous prenez le temps de travailler tout un tas de compétences qui sont utiles pour vous. C'est ça l'objectif de ces exercices que je vous propose. Faites-les pour vous, et dans ces vidéos de retour, je suis surtout là pour vous féliciter, je suis surtout là pour prolonger le plaisir en regardant les belles choses que vous avez créées. Et on commence par un discours qui nous vient du futurologue. Depuis quelque temps, je vois émerger un nombre grandissant d'orateurs et d'écrivains dont le seul but est de créer les contenus les plus clivants possibles pour se faire remarquer. Le principe est très simple. Il suffit de dire quelque chose de pas totalement faux, mais de le dire d'une manière tellement virulente et polarisante que ça va alors former deux groupes de personnes. D'un côté des gens outrés qu'on puisse dire des trucs pareils, et de l'autre des gens qui disent « ouais, mais en même temps, il a pas totalement tort ». Ces deux types de personnes vont alors s'insulter en commentaire, pendant que l'auteur du propos, lui, se frotte les mains, en voyant la polémique grandir et son buzz se faire petit à petit. Pour résumer cette technique en une phrase, il s'agit de diviser pour mieux buzzer. Les gens qui utilisent cette technique, je les appelle les virulistes. Et comme je le disais au début, les virulistes sont de plus en plus nombreux, ce qui m'inquiète pour 2 raisons. Premièrement, en général, les virulistes se moquent de la vérité. Ils ne sont intéressés que par faire leur petit effet, leur buzz, et s'il y a des gens qui essaient de voir si ce qu'ils disent tient la route ou non, eh bien eux, ils s'en foutent, ils sont déjà en train de préparer leur prochaine phrase choc. Bref, les virulistes ont un rapport à la vérité très problématique, ils ont tendance à exagérer et à manipuler les faits. Deuxièmement, comme je le disais, ce genre de discours entraîne tout le temps une horde de commentaires virulents, ce qui contribue à une polarisation massive et toxique. Quand quelqu'un se prend de la virulence, il se sent attaqué personnellement et risque donc lui aussi de contre-attaquer avec de la virulence. Tout cela limite le partage et l'échange d'idées constructives qui pourraient faire progresser la pensée des deux individus, ce qui m'inquiète beaucoup pour l'avenir de notre vie intellectuelle. Effectivement, les virulistes sont de plus en plus nombreux, faisant de l'ombre à ceux qui essaient d'amener de la vraie matière à idées. À terme, on pourrait se retrouver avec une scène médiatique remplie de personnes ne cherchant qu'à faire encore plus de buzz, en clashant les autres à coups de petites punchlines sans intérêt. On pourrait se retrouver avec une montée des extrêmes, qui deviendrait de plus en plus virulent, ne voyant chez l'autre que du dégoût et du mépris. On pourrait se retrouver avec une population incapable de faire preuve de nuance, entraînant une immense fracture sociale, voire même des guerres civiles. Bref, tout ça pourrait aller loin, bien plus loin que ce qu'on peut imaginer. Heureusement, il y a un moyen de stopper ce phénomène, et vous êtes une partie de la solution. En vérité, les coupables ne sont pas les virulistes. Les vrais coupables, c'est nous. Après tout, c'est nous qui plébiscitons ce genre d'intervention ultra virulente, au détriment de
de discours plus nuancés et bienveillants. Nous sommes dans une culture qui valorise la virulence. Aujourd'hui, humilier son interlocuteur avec une petite réplique, c'est cool. Ça rapporte des likes, ça fait le buzz. La seule chose qu'on peut véritablement changer au final, c'est nous-mêmes. C'est ce que nous valorisons, partageons et encourageons. Heureusement, par définition, la culture peut être modifiée. Il ne tient qu'à nous de ringardiser la virulence et de faire en sorte que ce soit stylé, soit d'être calme, soit d'être constructif et bienveillant. Alors, au lieu de nous focaliser sur le côté divertissant et défoulant de la virulence, prenons un peu de recul. Prenons en considération les conséquences néfastes de la virulence sur le long terme, comme par exemple la montée des tensions sociales. Il faut qu'on se sorte de la tête que la politique et les idées ce sont une sorte de combat de boxe. Arrêtons de récompenser les attitudes des trolls ultra polarisants. Le débat d'idées n'en sera que plus apaisé, constructif et intéressant. Commençons à répondre aux gens sans méchanceté et sans agressivité. Ainsi, nous ferons partie de ceux construisant une meilleure humanité. Bien, merci beaucoup cher futurologue pour ce texte, c'est très bien. Et je l'ai sélectionné parce que l'auteur a vraiment bien respecté les consignes. Donc c'est un bon exemple de ce genre de discours parce qu'il y a ce qu'il faut là où il faut. La seule raison pour laquelle je le mets pas plus haut dans le classement, c'est que je ne suis pas absolument convaincu que le terme de viruliste, même si c'est intéressant, hein, c'est un bon concept, il est bien construit et il sonne bien, je ne suis pas convaincu qu'il apporte réellement quelque chose par rapport à ce que c'est qu'un polémiste. Parce que les polémistes, ça fait très longtemps que ça existe, les pamphlétaires, ça fait également longtemps que ça existe, et donc effectivement, c'est vrai qu'il y a une tendance à l'heure actuelle, avec les réseaux sociaux notamment, d'amplification de ce phénomène de polarisation. En tout cas, il est directement récompensé avec le caractère viral que peut avoir une punchline, une contre-attaque, une petite saillie agressive bien pensée. Eh bien, il me semble que le phénomène est ancien. Et donc l'objectif de ce genre de discours, c'est bien d'identifier un phénomène nouveau, c'est bien d'identifier un phénomène émergent. Et là, j'ai l'impression qu'on est entre les deux. Mais bien sûr, on peut débattre du caractère authentiquement nouveau du phénomène que tu as identifié. Et si tu considères que le virulisme est effectivement un phénomène émergent, eh bien, libre à toi d'argumenter, libre à toi d'apporter des preuves, libre à toi de continuer à documenter ce phénomène. En tout cas, bravo pour ton discours, c'était une belle performance. Passons au numéro 4. En 4e position, je vous ai choisi un texte de Gwenaël et je vais vous le lire maintenant. Il semble que notre époque attende de nous une réaction. Il n'est plus un lieu, un média, un échange où notre réaction ne se pose pas comme attendue, désirée, stimulée et recherchée, sommée de réagir ou de regarder les autres le faire, et ce, à longueur de journée. J'appelle ça la culture de la réaction. On recrute des jeunes gens, essentiellement pour leur capacité à réagir. On les enferme ensemble et on les regarde se répondre les uns aux autres dans un laboratoire ultra coloré, leur quotidien se faisant autour de crises et d'interactions bruyantes. Certains programmes télévisuels sont ouvertement basés sur la réaction des intervenants. Le contenu importe moins que leur adhésion, leur sursaut organique, leur riposte ou leur opposition. Le sujet peut changer en quelques secondes, peu importe. Rien d'autre ne compte que de voir leur mimique, leurs effets de ce qui est montré ou entendu. On touche le fond lorsqu'il leur arrive de réagir aux réactions des autres. La boucle est bouclée. Tels des clowns montés sur ressort, bondissant de leur boîte à surprise, ils nous offrent leur gesticulation comme un spectacle prêt à penser. La réaction, pourtant, n'est pas la pensée. Elle l'a fait avorter. Les réseaux sociaux nourrissent ce circuit et nous invitent à réagir à tout et à tous. On vit mal l'absence de retour, de réaction lorsqu'on poste une énième photo. Une non-réponse à un coup de téléphone devient une insulte. De plus en plus, la culture de la réaction se transforme en gouffre où l'on rencontre la culture de l'avis, tout personnel et anecdotique qu'il soit. Vous ne vous méfiez pas de la culture de la réaction et votre voisin de palier se retrouve à donner son avis sur le risque épidémiologique. Puis c'est votre tour, il vous faut réagir et vite, donnez votre avis, vous agitez, vous indignez, vous positionnez. Car oui, désormais le moindre lieu et la moindre de nos expériences nous invite à laisser notre réaction, notre avis et dans le pire des cas, notre note. Cette culture de la réaction agit comme un tourbillon. Elle nous change en juge, en évaluateur, alors qu'il me semble que nous ne sommes plus rien que des rats dans une boîte de Skinner. Soumis à un stimulus, on a de plus en plus de mal à résister à cette manie piégée dans le processus. On pourrait croire qu'il faut penser quelque chose de tout, mais non, il faut y réagir. La réaction est primitive, elle aime l'émotionnel, le bref, le tranchant, se passe de nuances et surtout de temps. Alors, s'il fallait une méthode pour s'affranchir de ce piège, elle serait un mélange de silence, d'écoute et d'humilité. Sachez calmer l'impulsion et cesser de réagir pour offrir votre réflexion. Elle vous demandera de faire un pas de côté et parfois d'assumer votre ignorance. Prenez le temps de penser et refusez la précipitation avec élégance.
Bien, il s'est mis à pleuvoir pendant que je lisais le texte de Gwenaël, donc j'ai dû trouver un nouvel endroit où je pouvais protéger la caméra avec un parasol. Par contre, je suis assis en pente, donc je sais pas à quel point ça va se voir à l'écran. En tout cas, quoi qu'il en soit, merci beaucoup Gwenaël pour ce texte. J'ai trouvé qu'il était très bien pensé, mais il était également très bien écrit. Donc félicitations, on sent que tu as fait un beau travail de réflexion, un beau travail de conceptualisation, et ça se sent, le texte est agréable à lire, le texte nourrit notre réflexion, et le texte nous propose de belles images, de belles figures, de belles sonorités ici ou là, donc bravo à toi. On va passer maintenant au troisième texte. Ce texte, je l'ai choisi parce que je l'ai trouvé original et intéressant, mais il y a quelque chose qui me pose problème dans ce texte, et donc je vais en profiter, une fois que je vous l'aurai lu, peut-être pour faire un peu d'éducation civique. Je vous lis donc le texte d'Hortin Fox. Depuis quelque temps, j'ai remarqué une augmentation de l'insécurité en France dans l'espace public, notamment dans les grandes villes. Ce n'est pas un appel à prendre les armes, c'est une réalité avec laquelle il faut composer. Face à ce phénomène, on retrouve une palette de réactions, bonnes ou mauvaises selon le contexte, allant de la peur bleue à la colère noire. Toutefois, une nouvelle catégorie de personnes émerge, qui affirment ne pas avoir peur, mais qui ne sort pas après 20 heures, invoquant la prudence, piètre sésame. J'ai nommé les confort-résistants, ces citoyens qui ne cherchent pas la vraie réponse à certaines questions, inquiets de la polémique qui en naîtrait ou des conséquences qui s'en suivraient, se justifiant officiellement avec des discours édulcorés de journalistes bien pensants, et qui osent étrangement se lever face à la barbarie quand la majorité se lève. Finalement, ils savent être lucides sur la situation, mais quand ils craignent de n'être pas de taille, ils préfèrent se réfugier dans le déni. Dans le futur, cette situation a de grandes chances de s'améliorer. En effet, si l'insécurité augmente, ce qui n'est pas une bonne chose, la mauvaise foi des confort-résistants ne peut que disparaître, ce qui est une bonne chose. Il leur faudra regarder en face l'injuste vérité, prémisse nécessaire pour progresser vers le bien et entreprendre les bonnes actions que cette vérité exige. Le problème fondamental des confort-résistants est leur peur, qui les empêche d'utiliser leur intelligence et les plonge dans une certaine torpeur. Voici ce que nous pouvons faire pour ne pas en être ou pour en sortir. N'ayons pas peur. Peur de la défaite, peur de la faiblesse, peur de la fragilité, peur de la honte. Perdre un match vaut mieux que de ne pas oser le jouer. Être faible vaut mieux qu'hésiter de se confronter à sa faiblesse. La faiblesse appelle la confiance en l'avenir. La confiance supprime la peur et par conséquent, c'est quand on est faible que l'on devient fort. Une fois vacciné contre la peur de la défaite, la victoire sera permanente. Une action concrète à mener pour atteindre cet état d'esprit, je citerai simplement Tyler dans le film Fight Club. Cette semaine, vous aurez tous un devoir à faire. Vous irez dans la rue et vous provoquerez une bagarre avec un parfait inconnu. Vous allez chercher la bagarre et vous allez perdre. Merci beaucoup Hortin Fox pour ce texte. Il y a de très bonnes choses. C'est bien pensé, c'est bien écrit, c'est bien structuré. Il y a une belle morale sur l'idée qu'il faut arriver à accepter notre faiblesse pour mieux la dépasser. Il y a beaucoup de choses que j'aime bien. Par contre, je vais me permettre d'être assez strict sur un point. Tyler, donc le personnage du film Fight Club, c'est un mauvais maître. Ce n'est pas un bon modèle. Alors je sais qu'il est très populaire dans certains milieux, notamment le milieu des mecs qui ont du mal à pécho, et il est aussi populaire auprès de gens qui font un bon constat, qui font ce constat que notre société a tendance à nous ramollir, a tendance à nous affaiblir, a tendance à faire qu'on est de plus en plus possédé par tout un tas d'objets par la société de consommation, ce qui fait qu'on ne se pose plus les bonnes questions et ce qui fait peut-être qu'on n'est pas prêt à se défendre et à défendre ceux qu'on aime si la situation tourne mal. Mais qu'est-ce que c'est que cette idée? Qu'est-ce que c'est que cette morale stupide? Qu'est-ce que c'est que ce délire que de vouloir lutter contre son confort en allant provoquer quelqu'un qui nous a rien demandé dans la rue? D'autant plus que je te rappelle que ton constat de départ, c'est qu'il y a trop d'insécurité et tu penses que c'est une bonne méthode de lutter contre l'insécurité que de se dire ok, je vais aller déclencher des bagarres dans la rue parce que ça va me renforcer, parce que ça va me rendre plus fort face à l'insécurité. Mais ça n'a pas de sens. Oubliez ça, parce que si vous voulez vraiment vous renforcer, il y a des manières de le faire qui sont utiles à la collectivité. Vous pouvez par exemple décider d'aller faire du bénévolat. Et là oui, là ça va vous secouer, là ça va vous sortir de votre routine de se lever tôt pour aller servir la soupe à des gens qui en ont besoin. Là on est sur quelque chose qui est utile. Là on sort de notre confort, là on se confronte à la réalité. Vous pouvez décider de passer un mois sans acheter le moindre produit transformé, sans acheter de produits industriels. Là vous allez vous sortir du confort. Vous pouvez décider de diviser votre facture d'électricité par 2. Et là vous allez voir, vous allez vous sortir de votre confort. Là vous allez vous renforcer. Vous pourriez encore vous faire cette promesse à vous-même.
À partir de maintenant, je n'accepte plus de voir une incivilité, de voir une agression, de voir une injustice sans rien faire, sans réagir. Et on pourrait continuer la liste comme ça. Mais donc, il y a plein de choses qu'on peut faire pour lutter contre notre faiblesse sans avoir à importuner les autres. Et au contraire, en étant utile aux autres. Voilà, j'en ai fini avec mon couplet d'éducation civique. En tout cas, bravo et merci pour ton texte. Comme tu le vois, il m'a inspiré, il m'a donné envie de réagir. Mais attention à ne pas te laisser embarquer par de mauvais maîtres, à ne pas confondre les ados qui se déguisent en hommes et les vrais hommes, car un vrai homme, c'est quelqu'un qui n'est pas égocentrique, c'est quelqu'un qui est capable de faire passer le bien commun avant son petit bien-être personnel. Bon, voilà ce qui nous amène au deuxième texte. En deuxième position donc, je vous ai choisi un texte de Martin que je vais vous lire maintenant. Il me semble que ma jeune génération lycéenne, ou fraîchement bachelière, tend à perdre de vue la notion d'amitié. Si la socialisation n'a jamais été autant exacerbée, à mesure que le réseau devient social et que les relations s'empilent dans notre fil de notification, cette inflation paraît s'accompagner d'une dévaluation de la valeur de chacun de ces liens. Que les connaissances et autres contacts aillent et viennent, suivant les chemins empruntés par chacun, je le conçois et ce n'est pas un phénomène nouveau. Cependant, que de prétendus amis ou proclamés BFF, étalés et revendiqués avec ostentation sur les réseaux sociaux, virevoltent selon les saisons et nos propres errements, cela me semble relativement nouveau. Tous ces mots, à force d'emploi abusifs, ont perdu de leur vigueur. Si le rappeur Nekfeu voit les hommes comme les sapes, il semble qu'il ne soit aujourd'hui que de synthétiques fins, n'apportant plus la chaleur d'une laine quand le froid de la solitude nous étreint. Après l'avoir observé dans des groupes d'amis que j'ai moi-même fréquentés, dans lesquels la loyauté n'était plus qu'une loi ôtée et déchue par l'effet des intérêts personnels, j'en suis venu à nommer ce phénomène naissant l'amitié éphémère. Certains, qui envisagent maintenant l'intérêt que cela peut avoir pour leur carrière ou leur situation personnelle, n'hésitent pas à s'en servir, à nouer des liens en apparence très forts, durables, qu'ils n'auront par la suite aucun mal à rompre en entrevoyant la possibilité d'une amitié éphémère plus opportune. Ainsi, l'amitié, au centre de la nature sociable de l'homme, pourrait devenir un marché parmi tant d'autres soumis aux lois économiques classiques. Dès lors, celui qui ne s'y fera pas sera lésé. S'en suivra donc une course à l'affichage de sa personne dans une perspective de vente de son style de vie, de ses contacts, de ses possessions matérielles, pour se rendre amicalement désirable. Les relations ne seront plus qu'utilitaires et les modes d'expression des influences, qui semblent déjà se répandre parmi nos jeunes, deviendront la norme. Dans ce monde, ce n'est plus la poussière qui tombera sur les photos prises entre amis, mais bien la suppression ou l'archivage. Il est donc essentiel pour le bon épanouissement de l'homme d'y résister. Mais comment ? Comment être sûr que l'ami à qui l'on confierait sa vie n'est pas là que dans la perspective d'une amitié éphémère ? Eh bien, nous ne le pouvons pas. Ce qu'il nous reste à faire, c'est de nous comporter avec loyauté et fidélité auprès de ceux à qui nous tenons. Qu'ils nous abandonnent, c'est leur choix. En revanche, il ne tient qu'à nous de savoir apprécier la confiance de ceux qui restent au fil du temps et de ne pas les délaisser pour la première connaissance clinquante qui se montre à nous. Mériter cette fraternité que nous recherchons, cela passe aussi par la reconnaissance et l'appréciation de celle qui nous est témoignée par d'autres. Finalement, la première des pierres à poser est peut-être de redonner du sens à notre parole. Commence par de nommer ami que celui qui donne sans attendre de dividendes. Bravo Martin, c'est vraiment bien ce que tu as écrit. C'est noble, c'est beau, c'est bien structuré, c'est bien construit. Je suis vraiment fier que les exercices que je lance donnent lieu à de si beaux résultats. Merci donc encore une fois Martin, et merci à vous tous. Il est temps maintenant de passer au numéro 1. Bien, en première position, je vais vous lire un texte de Gabi, et je m'en suis rendu compte après, mais il me semble que je l'avais déjà mis en tête d'un précédent exercice. Mais voilà, vous me direz, mais je trouve que ce texte est très bon. Et je vais donc vous le lire. 9h, station Hôtel de Ville. Yann accusait un retard inhabituel. La douceur était printanière, notre footing sur les quais de Seine s'annonçait revivifiant. Mon ami apparut enfin, le regard noir. La batterie de sa montre était déchargée. La mort dans l'âme, il m'annonça sans détour qu'il n'allait pas courir. Mes protestations se heurtèrent à sa colère sourde et froide. Sans autre forme de procès, il m'abandonna. Ce qui ne semblait être qu'une saute d'humeur me troublait. Depuis quelque temps, je voyais émerger ce comportement singulier, l'incapacité, pour la plupart des joggers, de courir sans appareil connecté. Ainsi, au sein de notre cercle de sportifs, les discussions s'orientaient toujours plus vers la performance. Il était question d'allure, de dénivelé, de calories dépensées et de fréquence cardiaque idéale, des torrents de statistiques issus de nos applications de running que nous étalions sans pudeur. Face à l'irritation et à la frustration évidente de mon ami, je m'interrogeais.
s'arrêtait. La course à pied devenait-elle néfaste? J'attribue au coureur connecté une notation à la hauteur de son investissement personnel. Le triple A, athlète, aliéné et angoissé. Athlète. Le jogger amateur court avec ses chaussures taillées pour le haut niveau, habille son poignet d'un bijou de technologie, se pare de chaussettes de compression et de ceintures cardio-fréquence-mètre avant même de produire le moindre effort. Aliéné, il est aux ordres de son application. Il se plie aux objectifs de distance et de temps qu'elle lui soumet, accélère sur des segments de route précis afin d'intégrer le classement général des meilleurs compétiteurs. Angoissé. Son cerveau est cadenassé. Toute relâche lui est interdite. L'endurance, il faut le rappeler, permet de purger certaines substances toxiques produites par le stress et l'anxiété. Elle agit sur l'organisme comme un antidépresseur. À présent, le diktat de la performance immerge le sportif dans un stress permanent. Les notifications qui nous assaillent avant, pendant et après la course empêchent toute purge et tendent à faire se détériorer notre santé mentale. Je crains que si ce phénomène s'amplifie, la course pratiquée comme telle n'altère notre santé. Pire, elle nous détourne du bonheur. À quoi, en course, tient le bonheur? Au lâcher-prise, à l'oubli de soi. Quand le corps et le cerveau s'harmonisent, la douleur et la lassitude passent au second plan. On se sent libre, capable de courir éternellement, sans effort. Aujourd'hui, nos neurones subissent les attaques incessantes du Bluetooth. Sous les coups de fouet des statistiques, le cerveau tyrannise le corps. L'esprit et le corps ne s'écoutent plus. Leur union se fracture, ils affichent une relation de maître à esclave. Le yin écrase le yang. Le plaisir simple et durable s'efface au profit d'une euphorie passagère, d'une satisfaction électrisée, volatile. Face à la menace, il faut nous détacher de notre obsession du chiffre. Mais comment résister? Je pense que la première étape réside dans la prise de conscience du problème. Nous sommes serviles, réduits à la condition de prisonniers. Pour goûter au véritable plaisir de courir, il nous faut briser nos chaînes. Et si nous utilisions les armes de nos tortionnaires, basées sur l'esprit de compétition, l'émulation de groupe et la récompense associée à l'effort? Créons le challenge ultime, l'insurmontable défi qu'aucune application n'a jamais osé soumettre, une course avec nos vêtements pour seuls accessoires. Relevons le défi en groupe pour comparer nos sensations et nous pousser à tenir le coup. Enfin, décernons une récompense au vainqueur, celui du groupe qui sera enchaîné le plus grand nombre de courses déconnectées dans une période donnée. Cette récompense deviendra, au fil du temps, immatérielle. Nos séances seront apaisées, notre plaisir décuplé, le bonheur retrouvé. Bon, j'aime vraiment ce texte, d'une part parce qu'il est bien écrit. Vous voyez, je vous dis souvent que c'est important d'être capable de faire ressentir la dimension qualitative d'un problème. Et le fait que ça commence par une narration qui nous permet de bien nous immerger et de bien nous confronter à ce problème, c'est comme ça qu'on fait ressentir le fait qu'un problème est palpable, le fait qu'un problème fait mal. Et donc ça passe par un travail rhétorique. Si vous voulez que votre public sente qu'il y a un problème, vous devez lui mettre sous les yeux. Et un bon moyen de le faire, c'est la description et la narration. Mais au-delà de ça, au-delà du fait que ce texte est de qualité, ce que je retiens ici, c'est qu'on touche à la raison d'être de l'exercice que je vous ai proposé. Parce qu'il y a une chose quand même qui revient assez régulièrement dans tous les textes que vous avez proposés. Vous irez voir sur la vidéo d'origine, mais beaucoup de textes tournent autour du fait que nous sommes de plus en plus aliénés par la technologie, notamment par Internet, par les réseaux sociaux, etc. Et c'est pour ça que je vous ai proposé de faire cet exercice, parce que cet exercice, c'est un exercice où vous devez ouvrir une parenthèse pour prendre du recul, prendre le temps de vous confronter à ce que les évolutions de l'économie, de la technologie, des mentalités ont changé dans votre quotidien. Et le fait de faire cet exercice, le fait de faire un pas de côté, prendre le temps de penser et d'écrire, eh bien c'est une manière de reprendre le contrôle sur votre vie, de reprendre le contrôle sur le monde. C'est ça que j'attends de vous, c'est pour ça que nous sommes là ensemble, c'est pour que nous devenions moins spectateurs du monde et un peu plus acteurs. Je vous félicite donc tous d'avoir répondu à mon appel. Chacun des exercices que vous faites, c'est une reconquête, c'est une petite victoire. Et je tiens aussi à vous remercier parce que je vous l'ai déjà dit, mais là, ce qu'on fait ensemble dans cet atelier, c'est vraiment important pour moi. C'est important pour moi parce que, au fond, je suis un professeur. J'ai besoin d'avoir des élèves, j'ai besoin d'avoir des échanges. J'ai besoin de sentir que vous vous emparez des outils que je crée et que je partage. Merci donc pour ça et je vous encourage à profiter de cette période de grandes vacances. Alors je sais que les grandes vacances, pour beaucoup d'entre vous, ça veut plus dire grand chose parce que vous êtes dans ce rythme du travail. Mais quand même, essayez de récupérer quelque chose de cette sensation que vous aviez quand vous étiez plus jeune, où voilà, il y a cette pause dans l'année, cette pause où on prend un peu plus le temps de réfléchir, de se projeter et de mettre tout ce qu'on peut de notre côté pour attaquer l'année suivante du bon pied. Je vais donc essayer de vous accompagner pendant ces mois de vacances avec du contenu pour vous stimuler intellectuellement, pour vous nourrir et aussi pour vous permettre de vous évader. Merci encore une fois d'être là, prenez bien soin de vous et à bientôt.